À quel point le coronavirus a poussé les Égyptiens à redécouvrir les capacités de leurs économies? Pourquoi le FMI a dit que l'Égypte, ou plutôt a reconnu que l'Égypte avait réussi à faire face aux conséquences du coronavirus? Et enfin, à quel point la pandémie de Covid-19 a présenté des opportunités en or à l'économie égyptienne? Mesdames et messieurs, bonjour, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire, indice votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne. En fait, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur plusieurs sujets, plusieurs questions. On va même passer d'une scène à une autre, d'un domaine à une autre, pour arriver à une sorte de vision globale, panoramique plutôt, de l'économie égyptienne et de l'évolution de l'économie égyptienne à travers les explications de notre invité de marque, Dr Passante Fahmy, analyste économique, ex-membre de la commission parlementaire, de la commission économique du Parlement égyptien. Dr Passante Fahmy, bonjour, je suis vraiment ravi de vous retrouver à travers la ligne de l'intérêt international. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ma première question porte sur à quel point vous trouvez que les Égyptiens sont poussés par la crise de Covid-19 à redécouvrir leurs économies, à redécouvrir l'économie verte et l'économie bleue et les autres économies. Ça, c'est un point très important parce qu'on a passé des décades à travailler dans des domaines qui, honnêtement, n'étaient pas des domaines assez attirants ou n'avaient pas assez de points positifs pour construire une économie forte en Égypte. Et à cause du Covid, on a découvert que l'Égypte a des points très forts, elle a une économie très bien diversifiée, et les points trop forts sont, premièrement, ce sont des problèmes ou des solutions qui peuvent résoudre des problèmes mondiaux très compliqués, comme par exemple le problème de l'alimentation. Le monde entier maintenant confronte un problème très sérieux de l'alimentation, c'est ce qui est l'économie verte, qu'on a négligé, et je répète, négligé pour des décades. Plus que 60 ans, on a tout à fait laissé l'agribusiness ou l'agriculture, et on a travaillé dans des domaines qui n'ont pas assez de points forts en Égypte. Ouais. Et chaque fois qu'on parlait d'agriculture, on avait toujours la réponse importer et beaucoup plus bon marché. Ça, c'est pas le point. Quand on développe un plan économique, premièrement, c'est pour la stabilité sociale et, comme on appelle, la stabilité et le bien-être du peuple. Ouais. La stabilité et le bien-être du peuple, c'est de trouver du travail sur place, c'est de trouver du travail dans son pays, c'est de vivre dans leur gouvernorat, c'est de profiter de la richesse de l'économie égyptienne. Alors là, quand on a eu le Covid-19, on a changé tout à fait le plan. On a commencé à travailler sur l'économie verte, l'économie bleue et aussi l'économie du développement des ressources naturelles comme le gaz, le pétrole, l'or. On est très riche, mais on est très riche en matières premières. On est très riche en diversification de l'économie. Et moi, j'ai fait un commentaire il y a quelques jours, parce que les gens parlent toujours pourquoi l'Égypte s'entraîne. Je veux assurer au monde Pourquoi entier, l'Égypte est quoi? Pourquoi l'Égypte s'emprunte et pourquoi les institutions internationales avancent de l'argent en Égypte. Parce que, étant banquière et étant économiste, on ne peut jamais avancer de l'argent à un pays, sauf si on est sûr 100% qui sont capables de payer. Le pays le plus endetté du monde, c'est les États-Unis. Mais elles s'empruntent pour faire des projets sur son territoire et aussi en Europe et en Afrique et dans le monde entier. Avec la mondialisation et la globalisation, tous les pays veulent investir sur le globe. Et on ne peut pas investir et utiliser seulement l'argent qui existe dans le pays même, parce que au commencement de l'investissement, les gens ne sont pas riches. Alors on s'emprunte. Et quand on s'emprunte, l'institution qui nous emprunte est sûre, et je répète, est sûre qu'on a la possibilité de repayer. Alors là, Covid-19
nous a fait découvrir honnêtement les points forts de l'Égypte, surtout qu'est-ce qu'on doit investir, deuxièmement, dans quel domaine, que ce soit l'agriculture, la pisciculture, et aussi il y a un domaine dans lequel on peut travailler 365 jours en plein air, qui est l'infrastructure, les nouvelles villes, le développement des villages. Oui, donc c'est une sorte d'introduction, votre vision et votre évaluation à l'égard de l'économie égyptienne, l'évolution, le développement de l'économie égyptienne. Donc, je dois jeter la lumière sur plusieurs scènes, sur plusieurs événements qui ont touché la scène, bien sûr, économique de l'Égypte, la scène socio-économique, la scène même sanitaire et économique de l'Égypte durant les derniers jours. En fait, au début de cette édition, je proposais une question. Est-ce que le Covid-19 a présenté des opportunités en or pour les Égyptiens? Et la réponse qu'on a aujourd'hui, c'est que le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné l'état d'avancement du projet d'industrialisation de composants du plasma. Écoutez, on a des domaines dans lesquels on peut vraiment investir. Le plasma aussi, ça c'est un domaine très important. Parce que le bien-être du peuple, un côté très important du bien-être du peuple, c'est le service de santé. Alors là, oui, Monsieur le Président s'intéresse, et ça c'est un point aussi très important. Il suit lui-même, je répète ici, la supervision, c'est lui-même. Oui, c'est une autre question, c'est un autre point. Aujourd'hui, on trouve que le président se trouve sur le terrain, observe et poursuit par lui-même qu'est-ce que se passe sur le terrain, quels sont les problèmes, quels sont les accomplissements, quels sont les défis, est-ce qu'il y a une sorte de... plutôt, les calendriers de ces projets sont respectés par les personnels qui exécutent de tels projets, ainsi de suite. Donc, c'est une autre question. La gestion est tout à fait différente cette fois-ci, n'est-ce pas? Bien sûr, ça c'est pour donner une leçon à tout le monde. Que si on veut vraiment développer le pays ou développer n'importe quel projet, le travail doit être vu sur place, sur terre, depuis la plus grande, comme on appelle, autorité, jusqu'à... Le plus grand responsable. Voilà, les responsables. Les responsables ne sont pas là pour rester dans des bureaux air conditionnés. Les responsables doivent descendre en place. Et Monsieur le Président donne le bon exemple à tout le monde. Il est tout le temps à droite, à gauche, au nord, au sud. Il supervise lui-même tous les projets. Alors ça, c'est un bon exemple à tout le monde. C'est un exemple pour dire on doit avoir, on doit exercer de l'effort pour superviser ce qui se passe sur place. C'est-à-dire non seulement rester dans des bureaux, recevoir des rapports, dans ça, c'est pas la façon de diriger un pays ou de diriger n'importe quel projet. C'est pour cela que les projets avancent vite, parce qu'ils s'attendent que d'une minute à l'autre, ils peuvent trouver Monsieur le Président sur place. Alors ils sont obligés de travailler bien et aussi donnent le bon exemple à tous les responsables de suivre la même théorie. Et ça, c'est fait partout au monde, surtout dans les pays avancés. On ne reste pas dans des bureaux et on donne des instructions. Alors ça, vraiment, honnêtement, je dois saluer Monsieur le Président parce que c'est un exemple vraiment à respecter. Et à mon avis, ça, c'est les résultats qu'on a atteints. Un des points les plus importants, c'était la supervision de Monsieur le Président personnellement. Oui, encore une fois, le projet de plasma, l'importance de ce projet. La santé des Égyptiens. Écoutez, nous devons aussi vraiment... L'autosuffisance dans le domaine des médicaments, dans le domaine pharmaceutique. Voilà. Si on veut avoir un pays fort, on doit avoir une société forte. Une société qui a des services de santé acceptables, une vie acceptable. Et c'est pour cela que je voudrais mentionner aussi le méga projet de développement des gouvernorats et des petits villages sur l'Égypte tout entière. Ça aussi, c'est un méga projet très important. Et aussi, avant ça, nous avions le projet de développement des bidonvilles. Alors, Monsieur le Président comprend très bien
Un peuple fort, c'est un pays fort. Oui, oui. J'aimerais bien sûr passer à un autre sujet, toujours en ce qui concerne le président. Cette fois-ci, le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné que les études universitaires dans des nouvelles universités soient axées sur les sciences modernes et qui qualifient les jeunes diplômés pour les exigences actuelles du marché du travail, tenant compte du nombre de projets de développement actuels et futurs en Égypte et les spécialisations dont ils ont besoin dans tous les domaines. C'est un point important, n'est-ce pas? Très important. Ce sont des appels, en fait des appels qui a été lancé tout à fait pendant les dernières décennies. Pourquoi on présente des études alors que les jeunes gradués de ces universités trouvent un autre monde? Voilà. Le monde change. Ça a changé, c'est pas change. Et l'éducation doit changer en parallèle. On ne peut pas donner de l'éducation à nos jeunes qui n'existent plus dans le monde. Oui. Le monde a changé. Et ici aussi, Monsieur le Président lui-même, il donne des instructions que même le niveau d'éducation et la façon d'offrir l'éducation doit changer. Oui. Alors, on est en train de reconstruire l'Égypte moderne, l'Égypte du En s'intéressant même à l'être humain, en s'intéressant même à l'élément humain. De point de vue enseignement, de point de vue santé, de point de vue emploi, de point de vue modernisation et restructuration de l'économie égyptienne, n'est-ce pas? Parfaitement. Oui. Autre question, le président Abdel Fattah el-Sisi instruit de créer une cité pour l'industrie et le commerce aurifère. Autre question, c'est le président qui a examiné la mise en place de l'infrastructure de la cité de Robeki. Donc, nous parlons actuellement des cités spécialisées dans le domaine de l'industrialisation. Donc, votre commentaire? Ça aussi, c'est un point très avancé dans le monde. Et si on regarde, par exemple, les États-Unis, c'est le pays le plus grand, le plus riche. Quand on parle de voitures, c'est Detroit. Quand on parle de gaz, c'est Texas. Alors, chaque cité doit avoir non seulement une spécialité juste pour placer les usines, mais aussi pour placer des institutions pour entraîner les gens, à la façon des marchés, vous voyez, des fers pour exposer ce qu'on produit sur le monde entier. Alors, la spécialisation est devenue la langue ou le langage du monde entier en ce qui concerne l'économie. Et là, l'idée de Monsieur le Président de construire des villes spécialisées, que ce soit pour la production de textiles, des boiseries, de tout ce que vous voulez, et aussi pour l'agriculture et les industries qui sont basées dessus, la pisciculture, ça c'est un nouveau, comme on appelle, approche qui a existé dans le monde entier, mais qui était tout à fait absent en Égypte. Ça aussi, je voudrais aussi saluer Monsieur le Président dans cette approche. Oui. Autre question, toujours en ce qui concerne l'économie égyptienne. Le président, bien sûr, fait le suivi du projet de fabrication de véhicules électriques. Ça aussi, c'est un sujet. Et on a entendu il y a quelques jours qu'il y a des, comme on appelle, ce ne sont pas des stations de gaz, mais ce sont des petits aéroports qui vont être établis aux États-Unis pour les voitures, non seulement voitures électriques, mais aussi des voitures qui peuvent s'envoler comme des petits avions. Alors là, le monde a changé. Et pour vraiment introduire ce genre de technologie en Égypte, on a besoin, bien sûr, de faire une coopération avec les compagnies multinationales qui sont spécialisées dans ce domaine. Premièrement, pour changer du gaz à l'électrique, et deuxièmement, pour aussi introduire, étant donné qu'on introduit une nouvelle technologie, les nouvelles voitures qui vont, je ne veux pas dire voler, mais ça a été déclaré qu'il y aura des petites voitures comme des petits hélicoptères. Donc, je répète, le monde change, mais alhamdoulilah, on est en train de suivre et on va construire une Égypte state of the art, comme on dit. Oui. Encore une fois, nous devons jeter plus de lumière sur ce projet qui a pris le devant de la scène économique, le devant de la scène socio-économique et de la restructuration de l'économie égyptienne durant les derniers jours. C'était bien sûr
le projet ou le plan du projet national de développement rural. Et on parle d'un point de changement, d'un point de lancement pour les zones rurales, pour les villages égyptiens, à travers les initiatives proposées par l'État égyptien, par le président égyptien Fattah Sisi, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du développement des villages égyptiens, qui touche presque, ou qui va changer la vie de presque 55 millions de personnes égyptiennes. Les explications. Écoutez, on ne peut pas continuer à vivre sur 7% du territoire égyptien. Les gouvernorats égyptiens, chaque gouvernorat a des points très forts et des points faibles et des opportunités aussi, selon lesquels on peut vraiment capitaliser nos efforts. C'est-à-dire, on va reconstruire l'Égypte d'une façon moderne. Et ça aussi, alhamdoulilah, c'est à cause de Covid. Il est temps de reconstruire les villages d'une façon très avancée. Premièrement, pour éviter l'immigration interne en Égypte. Les Égyptiens ne peuvent pas tous vivre au Caire, Alexandrie et à Port-Saïd. Deuxièmement, éviter l'immigration internationale vers les autres continents. Troisièmement, pour utiliser les ressources égyptiennes, les ressources égyptiennes et les richesses égyptiennes, les laisser comme ça sans être touchés. Nous avons des richesses partout, au commencement du sud, au nord, est et ouest. Alors ça, ce projet-là, c'est un méga projet qui peut vraiment non seulement offrir comme on appelle, une vie très acceptable aux Égyptiens, mais aussi utiliser le côté économique, social, de beaucoup de domaines. Alors oui, ça, à mon avis, ça c'est le projet vraiment du siècle pour l'Égypte. Et je demande non seulement le gouvernement et le pays qui peuvent travailler sur ce projet-là, mais la société civile, les hommes d'affaires, tout le monde doit aider pour avoir de grands succès sur ce projet-là. Ah ouais, on trouve qu'il y a bien sûr une sorte de partenariat entre le secteur privé, le secteur public, le génie militaire des forces armées, des ONG. Il y avait même des directives présidentielles de parler et de dialoguer même avec les habitants des villages pour savoir leurs besoins nécessaires. Tout cela dans ce projet et tout cela dans le cadre de ce qu'on appelle le lancement de l'économie verte. Oui, à cet égard même, on trouve qu'il y avait des accords pour mettre en place la mise en exécution de l'énergie solaire dans le secteur agricole. Donc, on parle d'une sorte de restructuration, de refonte même de l'économie égyptienne, notamment l'économie verte, n'est-ce pas? Oui, non seulement l'économie verte, mais aussi il y a des ressources, c'est-à-dire l'or, c'est important, le gaz, le pétrole, le tourisme. L'Égypte a une économie très diversifiée. Alors, si on travaille sur le territoire égyptien tout entier, à mon avis personnel, on va développer une économie incomparable à n'importe quelle économie dans la région. Et aussi la coopération avec les compagnies multinationales et le financement est facile. Nous pouvons vraiment passer assez vite. Alors ça, c'est un projet national et vous avez raison, tout le monde doit participer, que ce soit la société et aussi nous devons voir une coopération entre le gouvernement, le secteur public, le secteur privé, l'armée, la police, tous les Égyptiens doivent participer à faire avancer ce projet-là le plus vite possible. Oui. Toujours, nous essayons d'observer qu'est-ce que se passe sur la scène de l'économie égyptienne, les dernières évolutions. De plus en plus, le Premier ministre examine les efforts déployés par la Banque centrale d'Égypte pour renforcer l'inclusion financière et les systèmes de paiement électronique. Encore une fois, cette transformation numérique
au niveau de l'économie égyptienne, au niveau des paiements, au niveau des impôts, au niveau des institutions égyptiennes. Quel sera donc l'impact de cela sur la performance de l'économie dans la prochaine période? Je me souviens très bien quand on a commencé à faire le projet du canal de Suez et le monde entier était surpris sur le niveau des devises égyptiennes qui sont venues des maisons. Oui. Et ça a été choquant pour le monde entier. Pourquoi on a besoin de faire l'inclusion? Parce qu'on a besoin d'avoir l'argent des Égyptiens pour développer l'Égypte. Et aussi, cet argent-là, parce que la majorité des projets dont on avance, ils n'ont pas besoin de devises étrangères. Mais ils ont besoin de livres égyptiennes qui peuvent être avancés par les banques. Alors, quand les banques auront des dépôts assez élevés, ils auront la possibilité de financer de projets davantage. Alors, encourager tous les Égyptiens pour garder leur argent dans les banques, ça va faciliter le financement en livres égyptiens pour les grands projets en Égypte. Alors ça, c'est excessivement important. Ce n'est pas question d'inclusion pour l'avoir, l'inclusion. Non, c'est pour encourager tout le monde. Mettez l'argent dans les banques, l'Égypte va avancer beaucoup plus vite. Et votre argent est protégé, et il y a la sécurité de la Banque centrale. L'argent est là, vous la voulez tout de suite, vous l'avez. C'est-à-dire l'inclusion doit être très bien expliquée, mais c'est un point très important, je répète, pour assurer le financement en livres égyptiennes de l'intérieur de l'Égypte. Au lieu de s'emprunter de devises étrangères, les convertir en livres égyptiennes et ensuite les reconvertir en devises pour les payer. On a besoin d'utiliser la force monétaire des Égyptiens. Et je répète, ça a été bien montré durant l'exercice du canal de Suez. Oui, et même ici, permettez-moi, en ce qui concerne, de parler de la refonte, de la restructuration de l'économie égyptienne. On ne dépend plus des revenus du canal de Suez, des revenus du tourisme, mais plutôt on essaie de redécouvrir les potentialités de notre économie. Et même on essaye de doper de plus en plus non seulement l'autosuffisance dans le domaine agroalimentaire, mais plutôt les exportations alimentaires, agroalimentaires à l'étranger, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est un point très important parce qu'on ne peut pas dépendre de ce genre d'activité. C'est pas mauvais, mais ça n'offre pas beaucoup d'opportunités de travail ou une situation internationale dans le domaine de l'alimentation. Comme vous venez de mentionner, on est devenu numéro 1 pour l'exportation des oranges, des fraises, des poissons, le bolsi. On a exporté pour le golfe des fruits et des légumes. On a diminué le niveau d'import en ce qui concerne le riz, le blé, le sucre. Alors, on doit continuer à avancer dans ce domaine. Ce n'est pas mal d'avoir des revenus du canal de Suez ou d'autres services, mais ce genre de revenus n'est pas l'essentiel pour une construction d'activité économique. On appelle, c'est une économie, oui, mais ce n'est pas une économie, comme on appelle, efficace, qui fait travailler beaucoup de gens. Mais l'agriculture, la pisciculture, l'industrie, tout ça, le commerce, l'export, l'import, ça qu'on appelle une économie réelle. Ça génère de force de travail. Mais c'est pas mal d'avoir des revenus du tourisme, c'est pas mal du tout d'avoir des revenus du canal de Suez, mais on n'en doit pas en dépendre. Oui, oui. Et encore une fois, il y avait auparavant, il y a presque deux décennies, par exemple, une théorie économique, c'est importer et c'est moins cher qu'industrialiser ou de fabriquer les choses ici en Égypte. Importer la nourriture, importer les vêtements, importer presque toutes les choses. Parce que c'est moins cher que si nous allons faire à partir de la terre égyptienne. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. C'est même, si je peux dire, principalement à cause du Covid-19 et à cause de la politique suivie par l'État égyptien depuis 2014 ou 2016, n'est-ce pas? C'est une politique inacceptable. Et
Et c'est une politique, et je ne veux pas vraiment parler... Et la politique inacceptable, c'est de dépendre de l'importation, n'est-ce pas? Voilà. On est un pays qui a plus que 100 millions d'habitants. On a une économie très bien diversifiée et on ne peut pas dépendre sur l'import parce que l'import, c'est-à-dire les Égyptiens restent à la maison et 200 personnes travaillent, ils deviennent de plus riches en riches et les Égyptiens vivent dans la misère. C'est inacceptable. Oui. Et à mon avis, c'était dans des, comment on appelle, des années, je ne veux pas utiliser de mots forts, mais pleines de corruption. Maintenant, on construit une Égypte. Et de malgestion, plutôt malgestion. La malgestion, c'est plus dangereuse que la corruption. Oui, Bon, parce que ça... La mettre comme ça, c'est inacceptable, je répète. Qui était toujours, comme on appelle, le pont d'export d'alimentation au monde entier est devenu, et importe